L'affaire Tia Lake Palmer. Il existe des affaires qui changent un pays en profondeur. Des affaires qui forcent une société entière à regarder ses propres failles en face. Des affaires où chaque nouvelle révélation est plus insupportable que la précédente. Celle de Tia Lake Palmer est l'une d'elles, et elle commence bien avant le 30 octobre 2015. Elle commence dans l'enfance d'une petite fille qui n'avait demandé qu'une chose, être aimée et protégée. Tia Lake Alyssa Rose Palmer naît en 2003 dans le Queensland, en Australie. Sa mère biologique, Cindy Palmer, est une femme aimante. Cindy est d'origine néo-zélandaise. Elle a 4 enfants. Tia Lake est l'un d'eux. Cindy Palmer maintient un contact régulier avec ses enfants, même après leur placement. Elle assiste aux événements scolaires. Elle leur rend visite aussi souvent que le permettent les services monosociaux. Elle ne disparaît pas de leur vie. Elle se bat pour eux autant qu'elle peut dans les limites de sa situation. Mais elle vit dans une situation de violence domestique grave. Elle craint pour sa sécurité et pour celle de ses enfants. Alors elle fait ce que font certaines mères courageuses et désespérées à la fois. Elle contacte les services sociaux. Elle demande que ses enfants soient mis à l'abri. Elle croit sincèrement qu'elle fait le bon choix, que le système prendra soin d'eux le temps qu'elle se reconstruise. Tia Lake est placée en famille d'accueil à l'âge de 7 ans en 2010. Elle a ses frères et sœurs autour d'elle au début, mais les placements se succèdent, les familles changent, les repères s'effacent. Cindy Palmer ne renonce pas, elle garde le contact avec sa fille, elle veut la récupérer, elle travaille sur elle-même pour être en mesure de l'accueillir à nouveau, mais les années passent, et Tia Lake grandit entre des maisons qui ne sont pas les siennes. Durant ces 5 années dans le système d'accueil, Tia Lake est décrite par les travailleurs sociaux comme une enfant aux besoins complexes. Elle présente des comportements difficiles. Elle teste les limites. Elle cherche de l'amour de la façon maladroite des enfants blessés. Elle a été dans plusieurs familles avant les Thorburn. Certains de ses placements précédents posaient aussi question. Des familles qui auraient pu ne pas être entièrement adaptées à ses besoins. Des décisions de placement prises dans l'urgence plus que dans la réflexion. Le rapport interne rédigé après sa mort évoquera des lacunes dans la planification à long terme de sa prise en charge. On parle de permanence, c'est-à-dire de trouver à un enfant une stabilité durable. Ce mot résonne comme une promesse non tenue quand on connaît la fin de l'histoire. En janvier 2015, à l'âge de 12 ans, Tia Lake est placée chez une nouvelle famille, les Thorburn. Rick et Julian Thorburn vivent à Chambers Flat, dans la banlieue de Logan City. Ils ont 2 fils adultes, Tran, 19 ans, et Joshua, plus âgé. Sur le papier, les Thorburn semblent être une famille stable. Ils ont été approuvés comme famille d'accueil en août 2014. Mais des signaux d'alarme étaient au présent dès le départ. Les Thorburn avaient mentionné des difficultés financières importantes dans leur dossier de candidature. Ils avaient également insisté, sans jamais expliquer pourquoi, pour accueillir spécifiquement des enfants à besoins complexes ou élevés. Ces enfants bénéficient d'une allocation plus importante de la part des services de protection de l'enfance. Entre 960 et 1400 $ australiens par quinzaine, cette demande aurait dû déclencher une investigation approfondie de leur motivation. Elle ne l'a pas fait. L'agence de placement, Key Assets, a validé leur candidature sans creuser cette incohérence. Elle a procédé sans remettre en question ce désir inhabituel. Et par-dessus tout, il existait un autre problème encore plus grave. Rick Thorburn avait des antécédents judiciaires, des infractions impliquant de jeunes filles dans la garderie familiale que géraient les Thorburn. Ces informations auraient dû suffire à l'écarter définitivement de tout rôle de tuteur ou de gardien. Elles ne l'ont pas fait. En 2014, une pression interne s'exerçait au sein du département de protection de l'enfance du Queensland. Un directeur régional avait envoyé un email demandant d'accélérer le traitement des dossiers de familles d'accueil pour des cas urgents. La pénurie de familles disponibles était réelle. La pression de placer des enfants rapidement était bien présente. Et dans cet environnement de précipitation administrative, les vérifications rigoureuses cèdent parfois la place à l'urgence. Tia Lake Palmer en a payé le prix ultime. Les premières semaines chez les Thorburn semblent se dérouler normalement. Tia Lake s'adapte. Elle participe à la vie de la propriété. Elle apprécie les chevaux. Elle va à l'école. Mais très vite, les adultes proches d'elle remarquent des changements. Elle devient agitée.
Elle commence à vouloir fuir. Sa mère biologique Cindy dira plus tard que Tia Leigh avait exprimé un malaise croissant face à Rick Thorburn. Elle ne voulait pas être seule avec lui. Elle faisait des fugues. Elle perturbait les cours. Ses comportements auraient dû alerter les travailleurs sociaux en charge de son suivi. Des visites régulières sont pourtant prévues pour s'assurer que les placements se passent bien. Mais dans les faits, la surveillance restait insuffisante. Tia Leigh envoyait des signaux. Personne ne les interprétait correctement. 3 mois environ avant sa mort, Tia Leigh fait quelque chose de courageux. Elle parle. Elle révèle à ses proches qu'elle a un secret. Elle dit à une amie que Trent Thorburn, son frère adoptif, lui impose des rapports sexuels quand ses parents ne sont pas là. Elle confie aussi cela à Julen Thorburn, sa mère adoptive. Julen entend et ne fait rien. Elle n'appelle pas la police, elle n'alerte pas les services sociaux. Elle assure à son fils que le problème sera réglé. La mère protège son enfant à elle, pas l'enfant qui lui a été confié. Et la grand-mère de Tia Leigh révèle plus tard quelque chose de déchirant. Des mois avant sa mort, Tia Leigh avait refusé de revenir vivre avec sa mère biologique, en partie parce qu'elle avait développé des sentiments pour Trent, en partie parce qu'elle aimait les chevaux sur la propriété des Thorburn. Tia Leigh était une enfant de 12 ans. Elle ne pouvait pas mesurer le danger dans lequel elle se trouvait. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui se tramait autour d'elle. Dans les derniers jours d'octobre 2015, la situation atteint un point de non-retour. 2 jours avant sa mort, Trent Thorburn avoue à un cousin qu'il a eu des rapports sexuels avec Tia Leigh. Il dit avoir peur qu'elle soit enceinte. Ce cousin transmet l'information. Trent l'avoue aussi à sa mère pendant qu'elle se trouve dans la salle de bain. Julen en parle à Rick. Rick Thorburn prend connaissance de la situation et quelque chose de froid s'installe dans cet homme. Trent envoie le même jour un message sur Facebook à son cousin. Dans ce message, il écrit qu'il veut que Tia Leigh soit hors de sa vie, mais il l'appelle une source de revenus pour ses parents. Il dit qu'il ne peut pas se permettre de la voir partir parce que ses parents ont besoin de cet argent. Cette phrase, retrouvée par les enquêteurs, sera un élément clé du dossier. Elle révèle avec une brutalité absolue comment cette famille percevait l'enfant placé sous leur toit, non pas comme un être humain à protéger, mais comme une ligne de budget. Le 29 octobre 2015, dans la soirée, une réunion de famille a lieu chez les Thorburn. On discute du problème, on pèse les conséquences. La crainte de voir Trent emprisonné est au centre de tout. Puis la famille se disperse pour la soirée. Julen et ses fils sortent. Tia Leigh est dans sa chambre. Elle est assise sur son lit. Julen lui dit bonne nuit. Elle lui dit de rester dans sa chambre et de se coucher. Puis elle part. Elle laisse Tia Leigh seule avec Rick. Selon les déclarations de Julen à la police, ils rentrent à la maison environ 3 heures plus tard. Rick les accueille. Et il dit simplement « Tia n'est plus parmi nous ». Le coroner du Queensland, Jane Bentley, établira en 2021 que Rick Thorburn a délibérément tué Tia Leigh entre 19h30 et 21h30 ce soir-là, dans la maison familiale. La cause exacte de la mort ne peut être déterminée avec certitude à cause de l'état de décomposition avancé du corps, mais la conclusion est sans équivoque. Tia Leigh a été étouffée ou asphyxiée, délibérément, par l'homme qui avait la responsabilité légale de la protéger. Après l'avoir tuée, Rick Thorburn agit avec un sang-froid terrifiant. Il enveloppe le corps de Tia Leigh. Il l'alourdit avec des blocs de béton. Il charge le corps dans son véhicule. Il roule jusqu'à la rivière Pimpama. Il y dépose ce qui était une enfant de 12 ans quelques heures plus tôt. Il regarde les eaux l'emporter, puis il rentre. Il dort. Il se lève le lendemain matin. Et il construit un mensonge. Il prend la voiture. Il simule un trajet vers l'école. Il présentera plus tard aux autorités une version cohérente, précise, fausse. Il aurait déposé Tia Leigh devant les grilles de la Marsden State High School entre 8h10 et 8h30. Il aurait attendu qu'elle entre, il serait reparti. Le 30 octobre 2015, Tia Leigh ne se présente pas en cours. Un animateur scolaire contacte les Thorburn. Rick Thorburn se rend à l'école. Il demande au directeur pourquoi il n'a pas été informé plus tôt de l'absence de sa fille. Il joue le père inquiet avec une conviction qui donne la nausée. Puis les jours passent. Le silence s'installe. Jusqu'au 5 novembre. Ce jour-là, Rick Thorburn signale officiellement la disparition de Tia Leigh à la police. 6 jours après l'avoir tuée, il continue de prétendre qu'il l'a déposée à l'école. Il participe aux recherches.
Il donne des interviews, il performe son rôle. La communauté se mobilise en masse. Des centaines de bénévoles quadrillent les environs de Logan City. La police du Queensland diffuse des photos de Tialaiga. Des appels à témoins sont lancés à l'échelle nationale. Les médias australiens relaient massivement l'appel. Des centaines de fausses pistes sont signalées. Des témoins pensent l'avoir vu dans différentes villes. Des enquêteurs suivent chacune de ces pistes. Elles ne mènent nulle part. Rick Thorburn observe tout cela. Il regarde les recherches se déployer. Il répond aux questions. Il joue son rôle jusqu'au bout. Toute l'Australie cherche une petite fille qui gît déjà au fond d'une rivière. Le même jour, le 5 novembre, un pêcheur longe les berges de la rivière Pimpama. C'est une matinée ordinaire pour lui, puis il aperçoit quelque chose dans les eaux brunes, un corps partiellement submergé. Il appelle les secours. Les enquêteurs arrivent rapidement sur les lieux. Le corps est celui d'une adolescente, presque sans vêtements, partiellement immergée. Le 6 novembre, l'identification officielle tombe. C'est Tialaiga Palmer, 12 ans, retrouvée à environ 50 km au nord de l'endroit où son père adoptif prétendait l'avoir déposée. L'enquête criminelle s'ouvre immédiatement. Dès les premiers jours, les détectives du Queensland se concentrent sur Rick Thorburn. Sa version ne tient pas à l'examen. Trop de détails ne concordent pas. Mais les semaines s'écoulent sans preuves suffisantes. Rick ne dit rien. Il ne craque pas. Il maintient sa façade. La mère biologique de Tialaiga, Cindy Palmer, donne des interviews déchirantes. Elle réclame des réponses. Elle ne comprend pas comment sa fille a pu mourir dans une famille censée la protéger. Elle ne comprend pas pourquoi ce système a failli à ce point. Les enquêteurs adoptent alors une tactique radicale. Ils placent des micros dans la maison des Thorburn. Ils écoutent pendant des semaines. Ils enregistrent les conversations privées de la famille. Et dans ces enregistrements, des éléments clés émergent. Des allusions, des non-dits, des formulations qui trahissent la culpabilité. Rick dit dans un appel à Julen qu'il ira dans la tombe avec ce qu'il sait. Cette phrase est capturée. Cette phrase sera jouée dans une salle d'audience. Cette phrase ne le sauvera pas. En septembre 2016, près d'un an après la mort de Tialaiga, la police passe à l'action. Le 20 septembre, plusieurs arrestations simultanées sont effectuées. Rick Thorburn est arrêté au poste de police centrale de Logan. Juste après son arrestation, il s'effondre. La police suspecte qu'il a ingéré des médicaments dans une tentative de suicide au moment même de sa garde à vue. Il est plongé dans un coma artificiel pendant plusieurs jours. Il manque sa première audience. Julen Thorburn est arrêté. Trent Thorburn est interpellé et placé en détention provisoire. Son accès à la liberté sous caution lui est refusé. Joshua Thorburn est également appréhendé. Une famille entière derrière les barreaux. La machine judiciaire s'emballe. En octobre 2016, les avocats de Julen et Joshua annoncent qu'ils plaideront coupables de toutes les charges. Ils ont accepté d'être témoins à charge contre Rick. Les pièces du puzzle se mettent en place. Les déclarations de Julen à la police, dans lesquelles elle décrit la dernière soirée de Tialaiga, sont rendues publiques. Sa description de Tialaiga assise sur son lit. Sa phrase disant « bonne nuit » à l'enfant. Et puis en rentrant 3 heures plus tard, le visage de Rick et ses mots froids. Tia n'est plus parmi nous. En novembre 2016, Rick Thorburn est également jugé pour d'autres crimes. Des crimes qui existaient bien avant la mort de Tialaiga. Il plaide coupable de viol, de 2 tentatives de viol et de 10 chefs d'atteinte indécente sur des enfants âgés de 4 et 11 ans, des fillettes confiées à la garderie familiale gérée par les Thorburn. Il est condamné à 5 ans de prison pour ses 13 crimes sexuels sur enfants. Il ne purgera pas de temps supplémentaire pour ces crimes, les peines étant confondues avec sa condamnation ultérieure pour meurtre. Cette information provoque un choc immédiat dans l'opinion australienne. Des crimes sexuels sur enfants, dans la même maison, avant même l'arrivée de Tialaiga. Et personne n'avait fait le lien au moment de son placement. En mai 2018, l'heure du verdict final sonne devant la Cour suprême de Brisbane. Rick Thorburn plaide coupable de meurtre, d'outrage à cadavre, de parjure et de 2 chefs de faute dans l'exercice de ses fonctions de tuteur légal. Il plaide également coupable d'avoir violé Tialaiga elle-même. Ce détail supplémentaire est révélé lors des plaidoiries. Tialaiga n'était donc pas seulement victime de son fils, elle l'était aussi de lui.
Le juge David Bodis prononce sa condamnation à perpétuité, avec une peine minimale de 20 ans avant toute possibilité de liberté conditionnelle. Il qualifie les actes de Thorburn de conduite véritablement abominable. Il dit à Rick Thorburn dans la salle d'audience « Tu as assassiné cet enfant sans défense qui dépendait de toi pour sa protection. » Ces mots résonnent dans tout le pays. Trent Thorburn, condamné pour inceste et parjure, est puni de 4 ans de prison. Son appel pour réduire cette peine est rejeté dès 2017. Il sort de prison en janvier 2018, après seulement 16 mois de détention effectif. Julen Thorburn est condamné à 18 mois de prison pour parjure et tentative d'entrave à la justice. Joshua Thorburn purge 3 mois de sa peine de 15 mois. Des sentences que de très nombreux Australiens jugent scandaleusement légères. Comment peut-on avoir laissé mourir un enfant et ne purger que quelques semaines? Cette question résonne encore aujourd'hui. Des pétitions circulent sur Internet. Des milliers de signatures sont récoltées. Des groupes de défense des droits des enfants montent au créneau. Ils exigent une révision des peines encourues pour obstruction à la justice dans des affaires de meurtre impliquant des mineurs. Des parlementaires du Queensland prennent position publiquement. Des journalistes d'investigation déterrent les dossiers initiaux des Thorburn. Et plus on creuse, plus l'indignation grandit. Comment un homme avec un passé judiciaire documenté a-t-il pu être approuvé comme parent d'accueil? Comment une agence de placement a-t-elle pu fermer les yeux sur des signaux aussi évidents? Qui a signé le formulaire d'approbation sans avoir lu le dossier complet? Ces questions sans réponse satisfaisante alimentent une colère durable. La mort de Tialay Palmer provoque un bouleversement majeur dans le système de protection de l'enfance du Queensland. Le Premier ministre du Queensland commande immédiatement une revue approfondie du système de famille d'accueil. La commissaire principale Cheryl Vardon dirige un groupe d'experts. La commission se concentre sur l'utilisation des vérifications de casiers judiciaires, connues en Australie comme les cartes bleues, mais aussi sur les processus d'évaluation des candidats à l'accueil familial. Le rapport final, intitulé « Quand un enfant disparaît », en souvenir de Tialay, formule 29 recommandations. Il identifie des lacunes systémiques graves. La pénurie de familles d'accueil crée une pression pour approuver des candidats sans vérification suffisante. Les motivations financières des familles n'étaient pas suffisamment questionnées. Les signaux d'alarme n'étaient pas partagés efficacement entre les différentes agences. La police et les services sociaux ne communiquaient pas assez vite. Un enfant pouvait tomber entre les mailles d'un filet administratif trop lâche. Et cette réalité avait un nom, Tialay. En 2019, une revue post-mise en œuvre est réalisée pour vérifier si les 29 recommandations avaient MAMP ou bien délai appliqué. Les résultats sont nuancés. Certaines recommandations ont été intégrées dans les procédures officielles. De nouveaux formulaires d'évaluation des familles candidates ont été mis en place. Les partages d'informations entre la police et les services sociaux ont été améliorés. Mais d'autres recommandations restent partiellement appliquées. Les délais administratifs demeurent un problème structurel. Le manque chronique de familles d'accueil disponibles persiste. Il crée toujours cette même pression qui pousse à approuver vite, plutôt qu'à approuver bien. Le Queensland Family and Child Commission publie 42 recommandations supplémentaires dans un second rapport consacré au système d'accueil familial. Ces recommandations visent à renforcer l'évaluation des candidats, le suivi des enfants placés et les mécanismes de protection contre les abus. Des modifications législatives s'ensuivent. Des formations obligatoires supplémentaires sont instaurées pour les travailleurs sociaux. Une ligne d'alerte nationale dédiée aux enfants en famille d'accueil est renforcée. Ce n'est pas parfait. Ça ne le sera probablement jamais. Mais le système du Queensland en 2025 n'est plus exactement le même qu'en 2014 quand les Thorburn ont été approuvés. Et c'est grâce à Tialay. Même si cette pensée ne réchauffe rien. En juin 2021, une enquête du coroner est tenue pour établir avec précision la cause de la mort. Les audiences durent plusieurs jours. Rick Thorburn témoigne depuis la prison. Il prétend qu'il pense avoir accidentellement étouffé Tialay. Il dit ne plus se souvenir clairement des événements. Il s'appuie sur des notes tirées de séances avec un psychologue en prison pour appuyer sa version floue. Le coroner Jane Bentley démantèle cette version méthodiquement. Elle le décrit comme totalement dépourvu de remords. Elle conclut que le meurtre était volontaire et prémédité. Elle fixe l'heure du décès entre 19h30
et 21h30 le 29 octobre 2015. Elle conclut que la cause probable est l'asphyxie ou l'étranglement. Elle note que le principal motif était de protéger Tréin d'une condamnation pénale pour inceste. Une vie d'enfant échangée contre la liberté d'un fils coupable. L'enquête du coroner révèle aussi un détail glaçant supplémentaire. Un enregistrement audio capté dans la maison des Thorburn. Rick dit à Julen au téléphone qu'il ira dans la tombe avec son secret. Cette phrase joue dans la salle d'audience. Elle résonne comme un aveu voilé, comme l'ultime expression d'un homme qui ne regrettera jamais rien. Rick Thorburn confirme lui-même, à travers cette phrase, qu'il n'a aucune intention de soulager la souffrance de quiconque. Cindy Palmer, la mère biologique de Tjalhaig, suit toutes ces procédures. Elle ne manque aucune audience. Elle se bat. Elle témoigne devant des commissions parlementaires. Elle prend la parole publiquement pour exiger des réformes. Elle donne une interview à l'émission 60 minutes dans laquelle elle révèle quelque chose de poignant. Les gens la blâment pour la mort de sa fille. On lui reproche d'avoir placé Tjalhaig dans le système. Elle répond qu'elle a fait ce qu'une mère faisait pour protéger son enfant d'une situation dangereuse. Elle portait déjà le poids immense de la perte. Elle portait en plus le regard des autres, mais elle a transformé cette douleur en force. Elle a refusé que le nom de Tjalhaig devienne un simple dossier fermé. Elle a exigé que la mort de sa fille serve à changer les choses. En 2025, une dernière nouvelle arrive d'Australie. Le 11 avril 2025, Rick Thorburn est retrouvé mort dans sa cellule du centre pénitentiaire de Woodford. Il s'était suicidé. Ce n'était pas sa première tentative. Il avait essayé de mettre fin à ses jours au moins 3 fois pendant son incarcération. En février 2024, il avait été retrouvé inconscient dans sa cellule et transféré d'urgence à l'hôpital. Sa mort déclenche immédiatement une nouvelle vague de réactions en Australie. L'enquête sur les circonstances de son décès est confiée à l'unité d'investigation des services correctionnels. Certains ressentent un soulagement, d'autres une frustration permanente. L'homme qui seul connaissait les détails exacts de ce qu'il avait fait à Tjalhaig Palmer a emporté ses secrets avec lui, sans jamais regarder Cindy Palmer dans les yeux une dernière fois, sans jamais lui accorder la vérité complète. Peut-on parler de justice quand le coupable choisit lui-même sa sortie ? Cette question hante les victimes collatérales de cette affaire. Elle n'a pas de réponse simple. La justice pénale avait fait son travail. Un verdict avait été rendu. Une condamnation avait été prononcée. Mais Rick Thorburn a décidé de ne pas aller au bout. Il a laissé une mer sans la moindre vérité intégrale. Il a laissé un pays sans la clôture définitive qu'il attendait. La rivière Pimpama coule toujours dans le Queensland. Elle n'a pas de mémoire. Ses eaux sont indifférentes. Mais les berges où le corps de Tjalhaig a été retrouvé ce matin de novembre 2015 sont gravées dans la mémoire collective australienne. Ce n'est pas juste une rivière. C'est l'endroit où une petite fille a été abandonnée après avoir été trahie par les adultes les plus proches d'elle. Tjalhaig Palmer avait 12 ans. Elle aimait les chevaux. Elle avait des amis. Elle avait une mère qui l'aimait. Elle avait des rêves que l'on ne connaîtra jamais. Elle méritait de grandir, d'apprendre, de se tromper, de recommencer, de choisir sa propre vie. On lui a volé tout cela, dans une maison qui devait être son refuge, par des mains qui avaient signé pour la protéger. Mais son histoire a changé des choses. Pas assez, jamais assez pour une vie perdue à 12 ans. Mais des réformes ont eu lieu. Des procédures ont été renforcées. Des vérifications plus strictes ont été mises en place. Des conversations impossibles ont enfin eu lieu dans des couloirs gouvernementaux. Des enfants aujourd'hui sont peut-être mieux protégés grâce à ce que la mort de Tjalhaig a provoqué. Ce n'est pas une consolation, c'est juste une réalité. Et cette réalité, Cindy Palmer la porte avec elle chaque jour. Cette affaire nous rappelle quelque chose d'essentiel. Les enfants les plus vulnérables sont aussi les plus silencieux. Non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils dépendent de ceux qui les menacent, parce qu'ils ont appris très tôt que parler peut être dangereux. Tjalhaig avait parlé. Elle avait dit à une amie ce que Tran lui faisait subir. Elle l'avait dit à sa mère adoptive. Personne n'avait bougé assez vite. Personne n'avait pris les mesures qu'il fallait. Et quand une enfant parle et que personne n'agit, ce silence des adultes lui coûte parfois tout. Si cette histoire t'a traversé, si tu penses que des affaires comme celle de Tjalhaig méritent d'être racontées avec toute la rigueur et la profondeur qu'elles exigent,
alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche. Chaque abonné, chaque notification activée, c'est un signal concret envoyé à l'algorithme. Un signal qui dit que ce type de contenu doit exister, que les histoires oubliées méritent d'être entendues, que des noms comme celui de Tia Lake Palmer ne doivent pas disparaître dans le bruit des fils d'actualité. Tu ne soutiens pas juste une chaîne, tu participes à garder vivante la mémoire de ceux qui n'ont plus de voix. Et ça compte vraiment. À très vite pour une prochaine vidéo.